Bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule de l'introduction à la programmation en R. Aujourd'hui, on voit une notion très importante, soit les structures de contrôle. Ces structures de contrôle nous permettent d'échafauder notre code informatique pour qu'il se comporte d'une façon ou d'une autre selon les conditions qui vont émaner de la programmation. C'est basé sur des principes logiques assez faciles et assez intuitifs lorsqu'on les met dans des mots de tous les jours. Par exemple, si je vous dis « Aujourd'hui, s'il fait beau, j'irai au parc. Sinon, j'irai au musée. » Eh bien, les structures de contrôle conditionnel fonctionnent de cette façon-là. Le contrôle conditionnel, donc, fonctionne avec les termes si, sinon. En anglais, c'est if, then ou else. On utilise le then dans certains autres langages informatiques. Ici, en R, on va utiliser principalement if, si cela est vrai, exécute ceci. Sinon, else, exécute cela. Les premières conditions logiques qu'on va explorer ne seront pas météorologiques, mais des conditions qu'on connaît bien depuis longtemps puisqu'on a fait de l'arithmétique. Ce sont donc les symboles plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou égal. Vous remarquerez ici que le égal, c'est un symbole double et non pas simple. Vous vous souvenez pourquoi, hein? Le symbole égal simple est utilisé soit pour assigner des variables, ce qu'on évite de faire, et surtout pour définir des paramètres lorsqu'on définit des fonctions. Donc, lorsqu'on va vouloir utiliser l'égalité mathématique dans une structure de contrôle conditionnel, on utilise un double égal. Je vous montre tout de suite une première condition mathématique. J'ai une condition, on va dire que c'est 8. Et je veux vérifier si ce nombre est plus grand ou plus petit que 10. Je vais donc utiliser if, un peu comme je définirais une fonction. Je mets le paramètre qui est ma tentative de condition et ensuite, je mets les brackets pour ouvrir et fermer les morceaux de code qu'on veut voir exécuter lorsque la condition est vraie. Ici, j'ai une seule ligne. On veut simplement écrire à l'écran quelque chose avec print pour valider le résultat de la condition. On pourrait mettre des dizaines, des centaines, voire des milliers de lignes de code à l'intérieur de cette boucle qui est validée par le if. Donc, testons. La condition est inférieure à 10. Ça fonctionne. Que se passe-t-il si je décidais que ma condition était 13? Si je lance ce programme, comme vous voyez, il n'apparaît rien. Il va simplement ignorer ma ligne de commande print puisque ma condition initiale n'est pas satisfaite. Et d'ailleurs, on peut la vérifier, cette condition initiale, si vous avez un doute. Il suffit de l'écrire dans la console. Et qu'est-ce qu'on a? On voit apparaître la résolution de la commande. False. Ma condition, qui est 13, n'est pas plus petite que 10. Mais peut-être que je voudrais avoir un résultat si je dépasse le nombre de 10. Donc, on va rajouter le mot « else ». Donc, vous voyez la même chose, un « if » qui sera suivi de la condition à vérifier, les brackets qui vont nous permettre d'écrire les comportements et à voir si ma condition est vraie, et mon « else ». Pour tous les autres cas qui ne valident pas ma condition, imprime ceci et on va tester. Qu'est-ce qui se passe ici? La condition est égale ou supérieure à 10 puisque ma condition est de 13 maintenant. On va essayer d'introduire un petit bug là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si ma condition devient du texte? Je vais essayer de relancer ma condition précédente. Oh! Ça fonctionne. Mais ce n'est pas ça. Ma condition n'est pas égale ou inférieure à 10. Savez-vous pourquoi ça se comporte comme ça? Il vérifie si condition, qui est maintenant du texte, est plus petit que 10. Il me dit non, c'est pas plus petit que 10. Je ne suis pas capable de vivre avec cette réalité-là. Regardez, si on surligne ce code-là, puis qu'on le lance, il va nous dire false. Un morceau de texte n'est pas plus petit que 10. Donc, on va complexifier notre structure de contrôle pour s'assurer que l'information ne sorte que si on a une valeur numérique. Qu'est-ce que je fais ici? C'est que je ne veux pas ramasser tous les cas qui sont faux. Je veux ramasser uniquement les cas qui répondent à une condition. Fait que j'ai un premier if, comme précédemment, sauf que après mon else, je vais rajouter un if pour mettre une nouvelle condition. Fait que si je redéfinis ma condition comme étant 13, il va me donner la réponse. La condition est égale ou supérieure à 10. Et si je mets une condition qui est du texte, si je redéfinis ma condition comme étant du texte, que va-t-il se passer?
Il fonctionne quand même. Normalement, il devrait me dire non, c'est pas bon. La structure est bonne. Vous pouvez toujours faire else if, mais vous allez voir, on va devoir aller un petit peu plus loin pour être capable de vivre avec la situation qui nous turlupine. On va explorer les opérateurs logiques. Pour améliorer nos structures de contrôle, on va utiliser des opérateurs logiques, ce qui nous permet de vérifier plusieurs conditions dans un même if. Voici les opérateurs que je vous présente. Vous les voyez ici dans mon script. Esperluette, esperluette, ce qu'on utilise comme étant le AND en anglais. On va utiliser la barre droite 2 fois aussi, ainsi que le point d'exclamation. Esperluette, esperluette, c'est AND, donc c'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions qu'on va tester soient valides pour que ça fonctionne. Le OU, c'est qu'une des deux conditions soit valide pour que ça fonctionne. Et le point d'exclamation est utilisé par la négative. Si le résultat devient vrai, si le résultat de notre condition est vrai, il va devenir faux. Si le résultat de notre condition devient faux, il va devenir vrai. Là, vous vous dites, devenir vrai, devenir faux. C'est vrai que c'est un peu obscur. Il y a des cours de logique formelle complets qui se donnent sur ces notions-là. Vous n'avez pas nécessairement besoin de plonger en profondeur là, dans ces notions de vrai, faux, mais l'important, c'est que vous sachiez que ça existe et qu'il y a des opérateurs conditionnels qu'on peut utiliser. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? On va reprendre encore un if, else if, pour mettre nos 3 conditions cette fois-ci, pour qu'on dise si c'est en haut de 10, en bas de 10 et si ce n'est pas du texte. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'aide de mon opérateur AND? Je vais rajouter une autre condition. Une condition que vous connaissez. On a utilisé souvent is, point, le type et la variable. Et vous vous souvenez qu'est-ce qui sort? True or false. Donc, on était déjà en train de construire des conditions. Et on va donc enchaîner la condition. Donc, si ma condition est inférieure à 10 et qu'elle est numérique, je vais imprimer la condition est inférieure à 10. Sinon, si ma condition est supérieure à 10, et en fait, on devrait même dire égal ou supérieur comme ça, à 10, et qu'elle est numérique, on va écrire la condition est égale ou supérieure à 10. Et dernière condition, si c'est une chaîne de caractères, on va leur dire votre variable ne devrait pas contenir du texte. Donc, comme ici, on a mis condition, qu'est-ce qui va se passer? Votre variable ne devrait pas contenir du texte. Et si on redéfinit notre condition pour y mettre une valeur numérique, la condition est égale ou supérieure à 10. Donc, on a imbriqué un si avec un sinon si, avec des conditions multiples qui vérifient la valeur mathématique par rapport à 10, mais qui va aussi vérifier s'il s'agit d'une valeur numérique ou d'une valeur de chaîne de caractères. On va explorer un peu plus les conditions de type chaîne de caractères. Avec le double égalité, vous pouvez vérifier si c'est une valeur. Ici, je vous fais donc un programme qui vous permet de vérifier ce que je voudrais avoir dans mes hot dogs lorsque vous me demanderez quel condiment je veux lorsque nous serons au barbecue. Donc, on va définir une condition barbecue. Et vous voyez donc, on a une première condition, est-ce que c'est moutarde ou est-ce que c'est ketchup? Et donc, si vous ne m'offrez ni de la moutarde, ni du ketchup dans mon hot dog, je vous dirai donc non merci, mais comme ici on a de la moutarde, ça fonctionne. On l'avait défini moutarde, mais si vous m'offrez, par exemple, de l'odieuse relish, je vais vous dire non merci. Et si vous essayez de me demander ici qu'est-ce que je fais, j'utilise le symbole de négation suivi d'un égal. Donc, ça veut dire si ma condition n'est pas le ketchup, donc ici j'ai relish, non merci, seul le ketchup me suffit. Donc, on a utilisé les différentes conditions, c'est-à-dire des conditions arithmétiques, on a des conditions logiques aussi, le ou, le et, la négation. Et avec toutes ces conditions-là, vous pouvez donc écrire des opérations qui vous permettent de sélectionner les choses. Donc, on peut tester la condition barbecue. On a relish. Est-ce que c'est vrai que la condition barbecue n'est pas ketchup? C'est vrai, elle n'est pas ketchup. Et est-ce que c'est faux que la condition barbecue n'est pas moutarde? C'est faux. Puisque condition barbecue n'égale pas moutarde nous donne un vrai. Il vérifie si c'est faux. Il voit que c'est faux. Et donc, il nous retourne faux.
Je comprends que là, votre esprit est peut-être un peu en train de se tourner dans tous les sens. Ce n'est pas très simple là, de comprendre là, toutes les combinaisons logiques. Comme je vous disais, il y en a coulé beaucoup d'encre pour parler de ces enjeux-là. Pour l'instant, vous devriez vous débrouiller simplement avec des valeurs d'égalité, plus grand, plus petit, et ainsi de suite. Si la chose vous turlupine, vous pouvez aller voir plus en détail là, la question de la logique dans R. Vous pouvez voir les opérateurs logiques et vous pouvez aller avoir, j'ai mis un lien aussi où est-ce que vous pouvez aller voir les notions d'opérateurs logiques. Vous êtes quand même invité tout de suite à tester, à écrire des if, tester des conditions, vérifier des conditions, vérifier est-ce que c'est vrai qu'un tel est de tel type, et ainsi de suite, pour être capable de maîtriser bien ces notions qui ne sont pas toujours simples. Et maintenant, on va voir le contrôle itératif, ce qu'on appelle en bon anglais le for loops, donc des boucles d'itération qui nous permettent de répéter plusieurs fois une même opération. Alors que lors de la dernière section sur les structures de contrôle logique, on voulait choisir s'il allait faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Cette fois-ci, on veut faire les choses à répétition. On veut automatiser un processus et, dans bien des cas, nous simplifier la vie et aller plus vite. Donc, je vais d'abord définir un vecteur de chaîne de caractères qui contient 3 mots, chat, chien, poisson. On va se rappeler que c'est bien un vecteur puisqu'il est dit atomique et qu'on l'a défini par une concaténation qui implique des éléments de type, des mêmes types. Ensuite, voici la syntaxe. On va commencer avec un mot de contrôle qui s'appelle for. Donc, pour chaque itération. C'est pour ça qu'on utilise le mot for. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais itérer sur chacun des mots. Je vais vous faire une démonstration avant de vous faire l'explication. Vous allez comprendre assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire 3 prints différents. Une fois avec un chat, un chien, un poisson. Qu'est-ce qui se passe ici? J'utilise la fonction paste. Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction paste? C'est qu'elle colle des chaînes de caractères ensemble pour en faire une nouvelle chaîne de caractères et elle met un espace entre les différents mots. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement copié l'animal pour l'écrire. Donc, vous comprenez, je n'ai jamais écrit un chat, un chien, un poisson ici. J'ai fait une première passe qui implique l'animal 1, le chat, une deuxième passe qui implique l'animal 2, le chien, et une troisième passe qui implique l'animal 3, le poisson. Donc, il passe dans ma boucle une première fois, il voit un chat. Il passe une deuxième fois dans ma boucle, il voit un chien. Il passe dans ma boucle une troisième fois, il voit un poisson et je le relance. Évidemment, on a l'impression que ça sort en même temps puisqu'un ordinateur, c'est extrêmement rapide. On parle de millisecondes là, nécessaires à l'exécution, mais c'est successif. Et dans certains cas, si l'opération avait été plus longue, ça aurait sorti au fur et à mesure qu'il soit passé dans la boucle. On peut combiner, évidemment, les conditions logiques et les boucles. Donc, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec nos animaux. Je vais mettre un if. Si mon animal, c'est le poisson, je vais écrire quelque chose à l'écran. Et sinon, je vais écrire quelque chose d'autre à l'écran. Je vais rouler le code. Donc, chat est un mammifère, puisqu'il voit chat en premier. Hein? Ne vous laissez pas leurrer par l'ordre de mon if. C'est ma boucle qui donne le ton. Le premier animal dans mes mots pour itérer, c'est le chat. Et donc, le chat, il va rentrer dans la boucle ici. Il va regarder si c'est un poisson. Il voit que ce n'est pas un poisson. Il va donc dire que c'est un mammifère. Ensuite, il revient. Le nouvel animal, c'est le chien. Même chose, ce n'est pas un poisson. On va donc passer à la boucle mammifère. Et finalement, on a un poisson. Et il va attraper la première if. Il dit oui, c'est un poisson. Et donc, c'est un animal marin. On s'entend, si j'avais mis une baleine avec la structure de contrôle que j'ai mis, il le considérait comme un mammifère plutôt que comme un animal marin. Ce qui serait vrai si on voulait vraiment être pointilleux sur la biologie. Mais vous voyez, d'un point de vue informatique, le seul animal qui peut être un animal marin, c'est un poisson à cause que j'utilise la notion d'égalité. Il y a un moyen de vérifier dans des listes plus complexes, mais ça dépasse évidemment le cadre de cette capsule. On peut aussi utiliser des indices numériques pour itérer sur les choses. Vous vous souvenez, on utilisait les indices lorsqu'on parlait des structures unidimensionnelles. Et donc, on peut choisir d'aller chercher l'indice plutôt que le contenu. Donc ici, ce que je vais utiliser, c'est une book for quand même. Je vais encore utiliser le in pour itérer à l'intérieur d'une structure. Sauf qu'au lieu de prendre mot pour itérer, je vais utiliser la fonction sekalong qui va me créer une séquence. Si je fais juste rouler ça, il va me faire 1, 2, 3. Donc, pour
3 fois, on va avancer et je vais rouler le code. Donc, il va imprimer le 1, le 2, le 3. Et on peut utiliser évidemment cet indice-là pour en faire quelque chose de plus complexe. Regardez, si je roule la dernière boucle, et j'ai une autre façon ici de créer ma séquence. Vous vous souvenez hein, qu'on avait créé des vecteurs au début, j'avais utilisé une séquence de nombres en utilisant entre 12 et 21 en utilisant le 2 points. On peut faire pareil lorsqu'on itère sur des nombres. On peut créer immédiatement un vecteur sur lequel on va itérer. Dans mon cas, je veux itérer de 1 à 4 et je vais utiliser mon indice pour accéder au mot pour itérer. Regardez ce que ça donne. Oh, pardon, j'ai mal cliqué. Regardez ce que ça donne. Oui, bon, c'est mieux. Excusez-moi, j'ai eu de la difficulté avec mon code. Donc, le mot 1 est chat, puisqu'il utilise l'indice ici. Comme vous vous souvenez qu'on allait regarder à l'intérieur d'un vecteur, on reçoit le mot chat. Ensuite, on utilise l'indice 2. Le mot 2 est chien. Le mot 3 est poisson. Et qu'est-ce qui arrive si on cherche à l'extérieur de ce qu'il existe? Ceux qui sont plutôt des programmeurs chevronnés s'attendraient à avoir un bug. Ce n'est pas le cas ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il va simplement rajouter la valeur NA. Vous vous souvenez, c'est un type particulier non existant. Donc, la valeur 4 est non existante parce que j'ai choisi d'itérer sur un nombre d'indices qui était, supérieur au nombre d'indices réels de ma structure de données. Donc, vous connaissez maintenant les structures de contrôle conditionnel, les structures de contrôle itératives. Avec ça, vous avez définitivement les différents morceaux qui vous permettent de faire un programme simple. Je vous invite vraiment à vous amuser, encore une fois, à faire des boucles, à faire des conditions et on se retrouve à la prochaine capsule. Bonne fin de journée!